Donc nous allons reprendre avec la revue d'actualité de l'OSIR. Alors, concernant les failles et bulletins, on commence comme chaque fois par Microsoft. Bon, c'est pas grave. Bulletin de vulnérabilité sur Internet Explorer et Edge, bon, comme chaque mois. 13 vulnérabilités Internet Explorer et 6 sur Edge, je passe rapidement. Le point intéressant, c'est donc les vulnérabilités communes entre les deux, puisque comme présenté par Microsoft, enfin Edge présenté par Microsoft était un nouveau navigateur avec du code 100% nouveau, beaucoup moins de vulnérabilités, et en fait on se rend compte qu'il y a toujours un certain nombre de vulnérabilités qui sont communes à Internet Explorer et à Edge. Donc bon, pas tout à fait neuf. Les suivantes, si celle-là sur le journal de vulnérabilité Windows, qui pour varier des attaques par spear phishing où on envoie donc un document Word, Excel qui exploite une vulnérabilité pour exécuter du code. Donc les journaux Microsoft est un format de fichier intéressant parce qu'installé par défaut sur Windows. Et donc là, on peut donc envoyer en pièce jointe d'un mail un fichier JNT qui exploite une vulnérabilité, permet d'exécuter du code à l'ouverture du fichier. Ça permet de varier les spear phishing. Celle-là, je vais les passer. Un article très intéressant sur une vulnérabilité qui permet de contourner Kerberos et dont la précédente permettait aussi de contourner l'authentification sur un poste Windows et donc le chiffrement BitLocker du poste, enfin du disque. Alors, c'était annoncé comme une vulnérabilité permettant de déchiffrer BitLocker, mais c'est plus un effet de bord était de pouvoir contourner le chiffrement BitLocker. Pour exécution de code dans les documents Office, c'est classique, on en a quasiment tous les mois. Celle-là, je les passe. Également. Ça, c'est assez nouveau. C'est le bulletin de vulnérabilité sur Adobe Flash Player dans les bulletins Microsoft. Surprenant. Sur le mois de mars, donc vulnérabilité encore une fois Internet Explorer et Edge. De nouveau, 5 vulnérabilités communes entre les deux navigateurs. Donc encore une fois, preuve que le code n'est pas tout à fait neuf. C'est peut-être pas étonnant dans le sens où. Ce sont les mêmes développeurs. Non, c'est peut-être que Microsoft, qui voit dans la prochaine version, une prochaine mise à jour de Edge, Microsoft pour supporter Flash. Ah, tu parles du bulletin. Ouais. Et donc le fait d'afficher ça, ça permet bien de voir les profiles. Oui, parce que quand même 21 vulnérabilités mises à jour, c'est quand même conséquent. Oui. Et donc ça serait une bonne excuse pour qu'il. Mais on le verra dans les trolls. Flash, c'est fini, ça n'existera plus bientôt. Est-ce qu'il y a des navigateurs qui supportent encore Flash? Parce que si Edge le drop, Chrome par défaut ne le lance plus. C'est encore activé dans Firefox? Firefox, oui, sauf quand il y a une vulnérabilité, que c'est pas la dernière version, là, il refuse. Ouais. Sinon, il tourne. De toute façon, Flash n'a pas vraiment d'avenir. Ça va être totalement remplacé par HTML5, JavaScript, sauf éventuellement les applications, et ça existe, développées en Flex. Donc la version client lourd de Flash. Il y a pas mal d'applications qui sont développées comme ça. Ouais. Des hébergeurs qui fournissent des hébergements web. Ce sera du pain béni pour les futurs audits. Ensuite, diverses vulnérabilités. Encore des vulnérabilités sur le pilote qui permet de décoder les polices de caractère dans Windows, mais codées par Adobe. Donc là encore, exécution de code à l'ouverture de police de caractère. Donc c'est-à-dire qu'un site web qui vous propose une police de caractère spécifique qui l'embarque permet d'exécuter du code. Donc de prendre la main sur le poste. Celle-là est assez rigolote sur Media Player. Exécution de code à l'ouverture d'une vidéo MPEG. Donc encore PDF, rien de spécial. De l'exécution de code à l'ouverture du document Office. Windows OLE, donc Object Linking Embedded, donc la librairie d'échange d'objets entre produits Microsoft. Plusieurs vulnérabilités, il y en a assez régulièrement. La surface d'attaque est tellement gigantesque que pour des raisons de rétrocompatibilité, ce qui fait que on peut en avoir une infinité quasiment. Et surtout, ça peut être appelé depuis Internet Explorer, depuis Outlook, juste en recevant le mail sans avoir forcément à l'ouvrir. Vulnérabilité noyau. Ah, celle-là est très intéressante parce que nous l'avons utilisée récemment dans un audit, ça nous a fait beaucoup plaisir. Une vulnérabilité d'élévation de privilèges local sur Windows. Ce qui est intéressant, c'est surtout qu'il y a le code d'exploitation très stable qui marche quelle que soit la version de l'OS. Très intéressant. En fait, ça utilise les connexions secondaires, donc secondary login de Windows, et ça permet de récupérer donc un token et un handle d'un token avec des droits plus élevés et d'exécuter par exemple une commande DOS, un cmd.exe, avec des privilèges élevés. Et ça marche très bien.
Ensuite, cette vulnérabilité est intéressante, surtout qu'on parlera tout à l'heure d'une étude, je crois, qui disait que la plupart des gens qui ramassent des clés USB sur le sol les connectent, la moitié Ouais. les reconnectent dans leur PC. Une vulnérabilité au niveau des pilotes des stockages USB sur Windows qui permet d'exécuter du code juste à l'insertion d'une clé USB dans un poste. Enfin, ça va. Ça c'est bien parce qu'on dit toujours aux gens de ne pas brancher de clé USB, mais en fait il n'y a plus d'autorun ni d'autoplay depuis bien longtemps par défaut sous Windows. Oui. Et du coup là ça montre qu'il y a des vraies exploitations possibles. C'est un domaine qui est apparemment peu étudié, mais il y a apparemment beaucoup de vulnérabilités à ce niveau-là. .NET rien de spécial. Encore un bulletin flash pour JP qui n'écoute pas. 20 vulnérabilités. Donc effectivement, oui, c'est surprenant de voir que Microsoft communique sur les vulnérabilités flash dans des bulletins spécifiques, ce qui n'était pas le cas avant. Windows Embedded Post Ready, donc le Windows dédié au point of sale, donc aux caisses de paiement. En janvier, je crois, il avait été annoncé que ce serait le dernier bulletin de mise à jour de ce vieux Windows XP. Et donc chaque mois, on peut constater qu'il y a toujours les mises à jour Windows XP. Et en fait, j'ai regardé en détail, j'ai trouvé que finalement le support est prolongé jusqu'à janvier 2016, mais uniquement pour la version Service Pack 3. Et la version qui s'appelle Embedded Post Ready 2009, que moi je trouve personnellement sur la plupart des caisses qu'on audite, le support est jusqu'en 2019. Donc on va encore trouver du Windows XP supporté jusqu'à très longtemps. Aucun advisories depuis février. Alors, quelques petites news sur Microsoft. Ouais, il gèle en enfer. Ouais. C'est rigolo de voir que Microsoft a développé sa propre version de Debian pour son cloud Azure. Et ils vont porter Microsoft SQL sur Linux. C'est prévu en 2017. Ça paraît incroyable de dire ça. Autre chose, Windows supporte à présent nativement, dans Windows 10, Bash et SSH. Alors apparemment, c'est une image Ubuntu qui est complètement embarquée dans le système. Tout n'est pas totalement, je ne sais pas si on peut dire émulé ou supporté. Typiquement, dev nul ou proc, c'est pas encore totalement supporté. If config support, fonctionne bien. On peut utiliser IP. Sinon, on ne les attendait pas et malheureusement, donc les extensions vont arriver dans le navigateur Microsoft Edge. Donc ça va être peut-être le début des ennuis, parce que jusqu'à présent, il n'y avait pas de possibilité d'ajouter des extensions au navigateur. Là, on va peut-être retrouver les mêmes travers qu'avec Internet Explorer précédemment, où quand j'allais chez ma mère, je me retrouvais avec plus de barres de publicité dans le navigateur que de pages web. Et aussi un point intéressant, parce qu'on en discutait un petit peu tout à l'heure par rapport au cloud et à Microsoft Office 365, c'est qu'apparemment Windows, le système d'exploitation, ne représenterait plus que 10% des bénéfices de Microsoft. La principale source de bénéfices étant aujourd'hui le cloud, donc Office 365, Azure, et aussi le jeu vidéo. Oui, alors ensuite, une vulnérabilité assez intéressante pour les services en ligne Windows. C'est une vulnérabilité qui permettait de récupérer un token d'authentification pour Outlook, Office et Azure, principalement par phishing. En fait, la vulnérabilité était présente dans le système qui vérifiait que le jeton d'accès était bien renvoyé à une URL Microsoft. En fait, par deux vulnérabilités, disons combinées, la personne arrivait à l'envoyer à une URL qu'elle maîtrise et donc à récupérer le token. Pourquoi ? En fait, tout simplement, elle utilisait un format d'URI un peu spécial où on met nom d'utilisateur, double point mot de passe, arrobase, le nom d'hôte de la machine. Du coup, ça bypassait le filtrage d'URL. Donc là, c'est quand même assez embêtant, hein, puisque du coup, ça permet de lire les mails de tout le monde, enfin, plein de choses pas très très jolies. Oui, et un petit correctif qui a été publié sur Windows 10 qui permettait de contourner l'UAC. Donc l'UAC, c'est quand vous êtes administrateur de votre poste, mais sans avoir les droits administrateurs, une petite pop-up qui vous bloque l'écran, qui vous demande de valider le fait de réaliser une action avec des droits, enfin des privilèges élevés. Il existe un certain nombre de moyens de contourner l'UAC, qui sont actifs, utilisables depuis des mois, voire des années. Ça, c'était donc InetMGR, c'était un moyen qui a été corrigé récemment sur Windows 10. Mais il y a encore d'autres moyens avec la console MMC, avec Sysprep, il y a d'autres systèmes comme ça qui permettent de contourner l'UAC et donc de récupérer les droits, les privilèges administrateurs sur un poste ou un serveur assez simple. Une petite section spéciale antivirus. Est-ce qu'on va tous les faire? Non, je pense pas. Symantec, je vous recommande de regarder l'article, c'est assez rigolo. En fait, pour différentes injections dans la base ou traitement du nom du virus,
le nom du virus est directement passé à une ligne de commande. Donc si à la place du nom du virus, vous mettez un bout de ligne de commande, vous exécutez du code. C'est quand même bien pratique. Komodo aussi qui utilise une DLL temporaire qui est dans un répertoire spécifique. On peut remplacer la DLL parce qu'elle n'est pas protégée avec des droits spécifiques. Donc il suffit de remplacer la DLL et on exécute du code. Ça aussi c'est rigolo, ils ont une espèce de sandbox qui est censée émuler des API Windows mais qui ne fait que rediriger les appels vers les vrais API Windows. C'est une espèce de sandbox qui sandbox pas. McAfee aussi intéressant parce que c'est une technique qui permet de désactiver l'antivirus. En gros, normalement, on ne peut pas désactiver l'antivirus, mais en lançant Process Explorer avec quand même des droits d'administrateur local, on peut fermer certains handles de l'antivirus, ce qui permet de récupérer la console, et dans le menu de la console, on peut tout simplement désactiver l'antivirus. La seconde, je vais la passer. Trend Micro, elle est magnifique. Trend Micro, quand vous l'installez par défaut, vous avez Node.js qui écoute, un debugger Node.js qui écoute sur un port qui se trouve entre ces deux-là. Port sur lequel vous pouvez donc vous pouvez envoyer des requêtes et exécuter du code. Donc en fait, il suffit qu'une page web inclue, je ne sais pas si c'est lisible, mais en gros c'est juste une boucle qui teste tous les ports locaux et exécute du code. Bon, là ça exécute juste notepad.exe, mais en allant juste visiter une page web, on peut se retrouver avec du code exécuté sur son poste. Ensuite, SSH, on va parler de Brown rapidement. Je vous recommande l'écoute de l'émission No Limit Sécu, un sujet dédié d'ailleurs à cette vulnérabilité. C'est un cumul de vulnérabilités sur OpenSSL, dont une en particulier qui permet, même quand SSL V3 est désactivé, de rétrograder, de passer en SSL V3, ou 2 même, d'ailleurs, non, pardon, V2, et donc d'utiliser des algorithmes, des suites de cryptographiques faibles, et ensuite des améliorations d'attaque sur ces suites cryptographiques. Padlock, une vulnérabilité sur Samba qui devrait normalement être révélée ce soir à 18h. Apparemment, ce sont les développeurs donc, de Samba, la version open source de SMB de Microsoft, qui ont découvert cette vulnérabilité. Donc énormément de buzz sur le sujet. Donc comme j'en ai parlé tout à l'heure, Drown, il y a un nom, un site web, un logo, donc la totale pour une vraie vulnérabilité, et surtout de la com. Là, c'est de la même manière, on a un logo, un nom Là, c'est quand même la première fois qu'on annonce un nom sur une vulnérabilité aussitôt en avance. Oui, je crois que ça a été révélé un mois et demi avant, et peut-être le temps de corriger la vulnérabilité. Et puis, on peut aussi trouver un peu scandaleux que ce soit d'anciens développeurs qui font du buzz en identifiant des vulnérabilités dans leur code. Ouais. Quoi. Enfin, Ça a été vraiment beaucoup critiqué par la communauté. Voilà, après il y a des paris sur qu'est-ce que sera la vulnérabilité. Moi je parie sur une exécution de code à distance sans authentification. Les paris sont ouverts. Et les chances, c'est qu'il n'y ait pas de compteur pour savoir quand la vulnérabilité c'est la réalité et que le robot sera pas un compagnon. Bah tu as l'heure quand même. 17h UTC, aujourd'hui. Sinon Git pour les développeurs, exécution de code à distance. Donc bon, je pense que vous avez mis à jour depuis, mais ça peut toujours être embêtant, côté serveur ainsi que côté client. Glibc, donc encore une vulnérabilité assez proche de la vulnérabilité Ghost qui a été présentée l'année dernière. Je vais passer rapidement sur la vulnérabilité en soi, mais le fait est que comme c'est glibc utilisé par énormément de produits, ça peut impacter la terre entière. Donc là j'ai essayé de reprendre la liste des périmètres que j'ai trouvés impactés par cette vulnérabilité. Ça va de l'appliance, de Cisco Nexus, en passant par des équipements de répartition de charge, du firewall, des proxys, il y a un peu tout. Tout ce qui utilise finalement les librairies glibc. Il y a beaucoup de choses qu'on ne connaît pas. Il y a Wallix, français. Qu'est-ce que tu connais pas? Il y a plein de choses que tu n'as pas citées parce qu'on ne le sait pas et que l'éditeur lui-même ne le sait pas et qu'il ne corrigera jamais. Ça, c'est surtout le problème, c'est les éditeurs ou même les équipements embedded qui seront jamais mis à jour, qui seront vulnérables à vie à ce type de vulnérabilité. Surtout si l'éditeur ne le sait pas. J'avais trouvé aussi que Akamai était potentiel. Je sais pas si on voit. Ah oui, non, c'est je crois qu'il faut la monter. Akamai. Allez, il faut tirer l'écran peut-être. Je suis pas sûr que. Non. Akamai est potentiellement vulnérable aussi à la faille, mais pas sur ses serveurs frontaux. Celle-là est assez amusante. C'est un contournement sur les Galaxy S6 et Huawei Honor 7 de l'authentification entre guillemets par empreinte digitale. En fait, avec une simple imprimante, un peu particulière, ok.
on peut falsifier une empreinte et s'authentifier sur le terminal. Alors, le problème, c'est que ça soulève un autre débat, c'est que la biométrie, surtout les empreintes digitales, c'est pas un système d'authentification, c'est de l'identification, on s'identifie, mais ça permet pas d'authentifier une personne, surtout que moi j'ai 10 doigts, expliquez-moi comment je les révoque. Je veux bien les révoquer au sécateur, mais après ça finit par coûter cher en doigts. Je pense que le dernier point, je souhaitais en parler, il est quand même assez intéressant. C'est une étude qui montre qu'on peut mettre un périphérique USB en mode promiscuous. C'est-à-dire que sur un ordinateur, sur votre carte mère, vous allez avoir 1 ou 2 contrôleurs USB, et ensuite pour alimenter, on va dire, les 4 ports physiques que vous avez sur l'ordinateur, c'est un hub, c'est pas un switch. Ce qui veut dire qu'un périphérique qui se mettra en mode écoute va pouvoir intercepter les données qui sont échangées avec d'autres périphériques qui sont sur le même contrôleur USB. Donc ça veut dire qu'une souris qui aurait été un peu piratée pourrait garder une copie de tout ce qui est échangé avec d'autres clés USB. Ça, je trouvais ça assez intéressant. C'est toi qui as fait le logo? C'est moi qui l'ai fait. Alors, PAN, c'est PAN-OS, c'est Palo Alto OS, c'est le nom de l'OS, donc PAN. C'est très drôle, ça ne me fait pas rire, c'est dommage. C'est ça, je valide tous les slides avec ma femme avant, je les présente pendant 1 heure. Pas mal de vulnérabilités sur les firewalls Palo Alto. Alors avant d'expliquer les vulnérabilités, il faut juste expliquer comment fonctionnent ces équipements. Vous avez en fait 2 équipements dans le firewall, une carte de management qui est avec un CPU classique, de la RAM, et le firewall en soi qui est basé sur des FPGA, des ASICs reprogrammables. Donc en gros, quand vous êtes sur l'interface d'administration, vous faites vos règles, vos NAT, etc. Tout ça c'est compilé à la volée, ça prend un certain temps, et envoyé sur les FPGA, ce qui permet d'avoir un firewall assez performant. Le problème, c'est que il a fallu rajouter des applications, un portail d'authentification, un VPN SSL, etc. Et développer un service web sur des FPGA, bon courage. Donc ils ont décidé de faire tourner ça sur la carte de management, ce qui peut poser des problèmes. Et donc vous avez, potentiellement si vous activez le portail VPN de cette solution, vous avez sur Internet par exemple, accès à un portail qui tourne sur la carte de management. C'est pour expliquer la gravité des vulnérabilités. Et donc c'est développé en PHP. Alors sur l'interface d'administration, donc ça c'est pas normalement accessible du public, vous avez une injection de commandes au niveau du shell, vous pouvez communiquer avec l'interface en API REST pour envoyer des commandes, et c'est accessible sans authentification, et vous pouvez envoyer, alors je sais plus à si c'est l'entête IP quelque chose, X-Real IP, dans les entêtes de votre requête web. Les entêtes sont vérifiées, sauf que ça m'a fait un peu penser au vieux GoToFail de Apple et de je ne sais plus quel Apple, où il y avait 2 GoToFail à la suite qui permettent de contourner certaines vérifications. Et là en fait vous avez une vérification des paramètres web, sauf que celui-là, il n'y a pas de Goto error. Il est censé y avoir un Goto error, ça s'appelle pas comme ça, mais c'est un Upward connection je crois. Mais là il est absent, ce qui fait que même si le contrôle ne fonctionne pas, ça continue, vous continuez le traitement. Et en fait, c'est censé vérifier tous les caractères jusqu'à 1024. C'est-à-dire que si vous mettez 1024 caractères légitimes, que des A, et après vous pouvez injecter un payload qui sera exécuté. C'est plutôt gênant. Mais ça reste sur l'interface web d'administration. Au niveau de l'interface donc du VPN SSL, donc accessible théoriquement à tous, vous avez un déni de service. Internet. Pardon ? Depuis Internet. Ouais, depuis Internet. Ouais. Vous avez un déni de service en envoyant un login trop long. Mais en 2016, un login trop long fait planter l'équipement. Potentiellement, on peut avoir une exécution de code à la clé. On a aussi un overflow, on a un certain nombre de vulnérabilités qui sont accessibles depuis Internet sans authentification, essentiellement dues au code PHP. Et comme ça tourne sur la carte d'administration, vous prenez le contrôle du firewall. Il y a aussi un truc intéressant, c'est que ce firewall fait de la détection des utilisateurs pour permettre des règles de filtrage par rapport à des profils utilisateurs. Et il y a une persistance qui se fait par un cookie qui est chiffré par défaut par une clé qui est Palo Alto avec 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 entre chaque lettre, et qui en fait n'est changée. J'ai vérifié chez certains clients, personne ne change cette clé. Donc ça vous permet de déchiffrer les tokens, de les rejouer, les réutiliser, etc. Tout ça a été présenté à la conférence Troopers. Vous avez ici la vidéo qui dure 1 heure mais qui s'écoute bien, et les slides ici. XSS sur les formulaires de récupération de mots de passe des firewalls Cisco ASA, XSS sur les managers des firewalls Fortinet. C'est pas comme si c'était des solutions de sécurité. Les routeurs SO, on va pas tous les faire parce qu'il y en a des tripotés. Tous les routeurs SO, particulièrement Netgear, sont bourrés de vulnérabilités, d'injection de code, sans authentification, c'est une catastrophe. Les NAS aussi, de Netgear. Celle-là je l'ai pas trouvée.
Sur les Nexus, donc les gros Switch Nexus 3000 et 3005, il y a un compte d'administration, bon, j'appelle ça une backdoor, mais un compte d'administration caché qui aurait été oublié et laissé par le constructeur, avec un mot de passe donc, qui est le même pour tous les équipements, mais j'ai pas réussi à trouver le mot de passe. Je sais pas si quelqu'un a cherché. Encore des routeurs SOHO, bon là de l'exécution de code juste en non authentifié, enfin c'est vraiment... Ça c'est toi qui l'as rajouté. Ouais, celui-là je l'ai rajouté sur les routeurs 4G Quanta, je vous invite à le lire parce que c'est drôle en fait. C'est quasiment humoristique, c'est à tel point. En fait, il y a toutes les vulnérabilités possibles et imaginables sur ces routeurs qui sont encore en vente dans certains pays. Alors là aussi, c'est un des problèmes sur ce type d'équipement. Le fabricant dit ce produit, d'un point de vue matériel, je ne le supporte plus, je fais plus de mise à jour, donc vous pouvez me remonter toutes les vulnérabilités que vous voulez, je ne publierai pas de correctifs. Mais par exemple, les opérateurs internet ou les opérateurs téléphoniques qui commercialisent ce genre d'équipement, bah, encore un stock et continuent à le vendre. Donc ça, c'est problématique. Ça, c'est rigolo aussi quand même, hein, sur un modem. Ouais, c'est pas des vues catastrophiques, c'est gênant, mais c'est pas... En gros, quand vous avez une... je sais pas comment on appelle les numérical box, enfin une box SFR au numéricable, quand vous êtes authentifié, la persistance se fait par votre adresse IP. Non mais ça c'est rigolo, parce qu'il n'y a pas d'authentification sur la requête. Oui, il n'y a pas d'authentification. On a sur la requête GET et pas POST. Oui, alors je vais dérouler un peu. Donc, bon, la première, c'est quand même intéressant. Donc il y a une initiative au Royaume-Uni qui est similaire à celle qu'on a en France avec les compteurs connectés Linky, qui aurait été bloquée par le GCHQ parce qu'il y avait une vulnérabilité qui leur semblait problématique. C'est le fait que les données sont chiffrées sur le réseau, mais avec une clé qui est partagée par l'ensemble des compteurs. Ce qui veut dire que si quelqu'un a un compteur chez lui et arrive à extraire la clé, il va pouvoir fausser les données à la fois pour lui, mais pour l'ensemble des 53 millions de compteurs. Effectivement, c'est un peu problématique. Ensuite, Mousejack, ça c'est une attaque qui est assez intéressante, qui disait voilà, sur les claviers sans fil, la plupart du temps, les frappes claviers sont chiffrées pour éviter que quelqu'un puisse les intercepter avec un système radio de type SDR standard, mais les clics de souris ne le sont pas. Et en fait, en se faisant passer pour une souris, on peut quand même envoyer des frappes clavier. On peut quand même faire exécuter du code à distance et sans fil sur un PC. Donc ça peut être problématique. Voilà, c'est ça, mais sans rien brancher, quoi. Sur les contrôleurs HID, là c'est intéressant également parce que c'est ce qu'on rencontre le plus fréquemment en entreprise, c'est les contrôleurs pour les badges d'accès physique, c'est ce qui permet d'ouvrir les portes. Pour ceux qui sont connectés sur le réseau, il y a une vulnérabilité qui permet juste en envoyant les bons paquets en UDP, d'ouvrir les portes. Donc ça c'est problématique. Pourquoi ? Parce qu'il y a un patch qui a été sorti, mais je connais personne qui dit patch, c'est contrôleur d'accès physique. Enfin, je sais pas, je pense pas que ça existe dans le monde. Ensuite, celle-ci est assez rigolo, c'est un code d'exploitation, alors je ne l'ai pas testé, mais il semblerait qu'il marche, qui permet d'extraire des données. Imaginons on a compromis un PC, on veut exfiltrer des données, il n'est pas connecté au réseau. Mais en fait, en envoyant les bonnes instructions au CPU, ils arrivent à émettre sur la bande AM de la radio. Et du coup, il suffit d'un récepteur radio pour entendre de la musique. Donc le POC, en fait, il diffuse une chanson en envoyant des instructions au CPU. Donc, c'est quand même assez rigolo. Bon, la dernière est rigolote, c'est 70 constructeurs... Enfin, 70, non, c'est ça, des caméras IP de 70 constructeurs différents sont vulnérables aux mêmes vulnérabilités parce qu'en fait c'est la même boîte qui est une boîte israélienne qui développe le firmware qui est réutilisé par tous les constructeurs. Donc quand il y a une vulnérabilité, bah, tout le monde est éligible à la vulnérabilité. Ça permet d'exécuter du code. Je crois qu'on en parle après. Il y a aussi une nouvelle technique de criminel qui est de prendre la main sur les caméras IP des magasins, des choses comme ça, et d'essayer de repérer les habitudes des gens à la caisse, voire repérer les mots de passe pour ensuite attaquer soit physiquement, soit logiquement le magasin. Tesla, ça c'était un peu moyen, c'était un auditeur, un expert en sécu qui a une voiture Tesla, qui a reçu une mise à jour, donc il a commencé à reverser la mise à jour de sa voiture, et en fait a trouvé que dans la mise à jour il y avait le nom du futur modèle de Tesla, donc l'a publié. Tesla a moyennement apprécié et a downgradé sa voiture à distance. Uniquement la voiture de la personne qui a fait cette révélation. C'est ça oui, uniquement cette personne. Donc le gars a communiqué avec Elon Musk sur Twitter, qui s'en est mêlé, a géré l'affaire, et ça s'est réglé. Le dernier point est assez intéressant, c'est des petits boîtiers qui s'appellent des TGU qu'on met sur des véhicules utilitaires. Ça peut être des véhicules de force de police, ça peut être des camions pour les routiers, et qui permet à distance de surveiller où est le véhicule, de le retrouver si jamais il est perdu. Voler plutôt, parce qu'on perd rarement son camion. Et en tout cas, il y en a plusieurs milliers qui sont accessibles directement sur Internet sans authentification, avec des fonctionnalités qui sont problématiques.
Il y a une fonctionnalité qui s'appelle Geofence. Donc, par exemple, c'est pour dire que tu n'as le droit de circuler que dans cet endroit. Donc évidemment, si on commence à limiter à 1 km, bah, par exemple, le camion il peut pas trop sortir. Donc, c'est très embêtant. Je reviens juste sur la précédente parce qu'en fait le rapport a disparu du site, donc je l'ai retrouvé sur archive.org, votre meilleur ami après Google, après le cache Google. Si vous avez une des voitures qui est listée là, ou enfin vous avez la liste complète sur le PDF du site, enfin vérifiez et il faudra peut-être mettre à jour votre voiture parce que sinon on peut l'ouvrir à distance et la démarrer à distance. Et la voler. Tu parlais de Tesla tout à l'heure, à Tesla aussi, il y a quelqu'un qui a fait le contrôle à distance d'une Tesla, qui a fait tout. Récemment ? Arrêter le moteur, etc. Contrôle complet de la voiture à distance. En étant à proximité, hein, il n'a pas fait ça. C'est physiquement possible. Ouais. Cette site est assez intéressante, j'ai trouvé la récupération des iMessage, donc c'est la technologie Apple de type SMS, mais qui est quand même chiffrée de bout en bout. Alors, étant donné qu'ils n'avaient pas réussi à trouver comment casser le chiffrement, ils ont essayé d'attaquer côté client pour essayer de récupérer les messages. Donc c'est une attaque de type phishing en fait. On envoie un lien dans un iMessage. Si on fait commencer l'URI par JavaScript, donc ça va exécuter du JavaScript si la personne clique sur le lien. Et ensuite, étant donné que c'est implémenté pas comme dans un vrai navigateur, on n'a pas de Same Origin Policy, donc on va pouvoir faire des requêtes et par exemple faire une requête de lecture sur le fichier qui contient l'ensemble des messages envoyés, la base de données des chats, et l'envoyer sur un site tiers. Tout ça, il suffit que l'utilisateur clique sur un message qu'il a reçu. C'est quand même c'est un peu embêtant. Ça a été corrigé en... Aucune idée. Je suis pas sûr. On parle d'Apple, mais Stagefright, donc la librairie multimédia de Android, il y a une étude de je sais plus qui d'ailleurs qui indique qu'il y aurait plusieurs, je crois que c'est 800 millions encore de terminaux mobiles Android qui seraient vulnérables à cette vulnérabilité, qui permet quand même d'exécuter du code et de prendre la main sur le terminal. Alors ça reste avec les droits de l'application qui utilise la librairie, mais ça reste une exécution de code à distance. C'est un MMS, c'est embêtant. Ça veut dire vol du carnet d'adresse potentiellement. D'ailleurs, moi j'ai remarqué que sur mon téléphone qui est un Nexus, j'ai maintenant des patchs mensuels de sécurité Android. Ouais. Pour les Nexus, tu as des patchs mensuels, donc ils sont rentrés dans un cycle un peu comme Microsoft. Oui, sachant que ça concerne peut-être 0,5% des périphériques Android. Quoi. Crypto, alors annoncé par Adi Shamir à la conférence RSA, apparemment, il prédit que cette année, on verra la première collision sur SHA-1. Moi j'ai plus loin, je prédis que ce sera la Black Hat. Mais bon, SHA-1 c'est annoncé comme en fin de vie par Google, qui va arrêter cet été, je crois, le support. Sur Chrome, je crois, oui. Enfin, je crois que vraiment c'est le petit cadenas qui dans un premier temps sera un peu plus gris, un peu plus rouge. Enfin, on en avait déjà parlé, ils ont fait un peu marche arrière parce qu'il y a quand même beaucoup de sites qui étaient impactés. Si vous utilisez des langages de type PHP, Python, Go, quasiment tous ont un certain nombre de problèmes avec SSL TLS. Donc déjà aucun ne vérifie les révocations de certificats, mais à la limite c'est compréhensible parce que déjà si vous deviez télécharger une CRL à chaque exécution de code, c'est un peu compliqué, ou des requêtes au CSP, ça paraît aussi compliqué. Mais après il y en a qui utilisent encore RC4, il y en a beaucoup qui vérifient pas que le certificat vient d'une autorité de certification de confiance. Enfin, bon, il y en a certains qui ne vérifient même pas que le certificat correspond au domaine qui est requêté. Celle-là sur StartSSL est assez intéressante. StartSSL, donc c'est une initiative qui permet de récupérer des certificats SSL gratuitement. Pour vérifier que vous possédez réellement le domaine, il y a un petit formulaire qui vous demande en gros de choisir entre c'est Postmaster, je crois que je l'ai marqué, Postmaster, Webmaster, Hostmaster, @ le domaine que vous voulez faire signer, enfin, pour lequel vous voulez un certificat. Sauf que il y a une seconde validation et l'adresse email est laissée à la main de l'utilisateur. C'est l'utilisateur qui valide et envoie l'adresse email à laquelle sera envoyé le mail de confirmation pour prouver que vous possédez bien le domaine. Donc bien sûr, on peut le modifier, et bien sûr, on peut se faire signer un certificat au nom de Google ou de ce que vous voulez. Ça a été corrigé depuis. Celle-là est assez rigolote sur Facebook. Lorsque vous voulez récupérer un compte Facebook, vous recevez un petit code PIN par téléphone, enfin par SMS sur votre téléphone, et vous l'insérez. Et si vous voulez brute forcer, vous êtes limité, je crois, à une dizaine d'essais. Sauf sur des sites comme beta.facebook, mbasic.beta.facebook, où en fait il n'y avait pas de limite, ce qui permettait de brute forcer à l'infini, donc de casser les comptes des utilisateurs. Si vous voulez des pizzas gratuites, bon c'est fini, mais Domino's Pizza permettait, comme précédemment pour StartSSL en fait,
Il y avait un contrôle qui se faisait en local côté utilisateur, donc on pouvait en fait ne pas payer sa pizza, se faire livrer gratuitement. Il y a des services sur le Darknet qui permettent de se faire livrer à domicile la nourriture moins chère, en moitié prix. Est-ce que c'est frais? En fait, eux... Oui, non, mais tu passes vraiment par Domino's Pizza ou les autres. D'accord. Mais simplement, eux utilisent des numéros de carte bleue volés. D'accord. Et au lieu de payer 20 €, tu payes 10 €, ça va permettre de blanchir de l'argent. Ouais, mais c'est un peu... Enfin, un petit conseil, hein. C'est quand même un peu... Enfin, c'est un peu risqué quand Vous même. le faites Pour une pizza, quoi. Parce qu'en fait, si vous la faites livrer chez vous, ils ont votre adresse. légèrement. Ouais, le deuxième est assez intéressant. Alors, j'avoue que j'ai pas lu le document en détail. C'est des gens qui sont intéressés à l'injection de trafic HTTP. Donc, on soupçonnait certains fournisseurs d'accès Internet de rajouter de la pub dynamiquement dans du contenu HTTP. Ce dont ils se sont rendus compte, c'est qu'au niveau opérateur core Internet, il y avait aussi des modifications des paquets HTTP qui sont faites. Donc, même si c'est pas des choses sensibles, même si c'est pas uniquement vos secrets bancaires qui sont échangés, HTTPS apporte aussi une garantie sur l'intégrité des données, qu'on ne vous rajoute pas du contenu un peu faux ou n'importe quoi. Tu veux parler du premier? La première, parce que c'est quand même assez rigolo, une alarme connectée. Donc j'ai rajouté des petits voleurs sur la tête du bonhomme. C'est toi qui as fait ça. Avec Paint. Et donc en fait, c'est une alarme... Comment ? Il n'y a plus qu'à trouver une bulle. Donc c'est une alarme connectée qui utilise un protocole radio, bien sûr non chiffré, bien sûr qui n'empêche pas le rejeu. Donc il suffit de se poster à côté d'une maison, d'écouter avec un AKRF par exemple toutes les bandes radio. On attend que la personne tape son petit code et on a le code, on peut carrément même le rejouer pour désactiver l'alarme. Donc de la vraie bonne sécurité. Le troisième qui était intéressant aussi, on s'est rendu compte qu'il y a des pirates qui avaient piraté la société qui s'occupait de je sais pas comment on appelle ça, d'affréter des bateaux, en tout cas de logistique, pour identifier quels étaient les conteneurs qui contenaient des marchandises avec la valeur la plus élevée. Et ensuite, des PlayStation ou des iPhones par exemple. Et du coup ensuite ils sont passés à l'abordage sur un vrai bateau, un porte-conteneur, ils ont volé juste le conteneur qui contenait les iPhones. Donc voilà, c'est quelque chose de très ciblé et ça mêle une attaque logique à une attaque physique, c'est assez rigolo. Oui, après, effectivement. conteneur, ouais. Oui, ils n'ont pas eu le temps de tout décharger, on est d'accord. Ouais. Quelques malwares. Loki, on en reparlera tout à l'heure. Petya, si vous avez eu des attaques sur ce virus-là qui en fait chiffre carrément la MBR et le disque, et non plus les fichiers, il y a une personne qui a réussi à casser le chiffrement. En fait, c'est un salsa mal fait. Et donc, qui a publié un code source en Go qui permet de retrouver la clé, enfin de brute forcer de retrouver la clé, donc de déchiffrer les données chiffrées. Ça, c'est un exemple de virus sans fichier qui s'exécute donc avec tout ce que permet Windows, c'est-à-dire soit du PowerShell, soit WMI, soit des choses comme ça, et qui stocke donc la partie active dans la base de registre comme une clé de base de registre. Donc en fait, c'est pas de trace sur le disque en tant que fichier. Il y a aussi d'autres techniques maintenant, je ne sais pas si on en avait déjà parlé, qui stockent en fait le contenu d'un programme malveillant en base 64 dans le journal d'événements, qui le réutilise plus tard pour réexécuter la la faire payload. assez vite quand même, parce que s'il est nettoyé le journal d'événements, ouais. c'est pas mal. Non, rien d'intéressant. Là non plus. Hein, c'est pas... Ce qui est seulement intéressant de savoir, c'est que la FDA, donc la Food and Drug Administration aux États-Unis, publie comme un guide sur la sécurité des objets médicaux. Donc ils ont quand même entamé un travail et un dialogue avec les constructeurs et les chercheurs en sécurité, ce qui est plutôt bien. Ouais, parce que quasiment tous les mois on présente des vulnérabilités sur les équipements médicaux. Ouais. Et c'est que le début. Ouais. Ah oui, ça c'est rigolo, c'est Nicolas qui a posté ça sur Twitter. Donc apparemment les Américains vont mettre des équipements d'interception sur les fibres sous-marines, mais il y a une espèce de fonctionnalité qui permet à l'équipement de s'autodétruire si on envoie la bonne trame sur le réseau. Ouais, ça paraît assez fou. C'est vrai que ce soit vrai. J'avais vu un document de, je crois que c'est IBM qui faisait des... Non, c'est pas toi Laurent qui nous en avait parlé. IBM qui faisait des microprocesseurs qu'on pouvait à distance faire s'autodétruire. C'était dans un film. Non, on en avait parlé à Le Cire. Ça aussi, c'est assez. Tu vois. Non, vas-y, je terminerai par le point numéro 2. Mais vas-y. C'est en fait des militaires indiens qui ont été ciblés par du spear phishing, qui a marché, pour récupérer des données personnelles, donc carte d'identité, photos, etc., impôts, enfin déclaration d'impôts.
Sauf qu'apparemment les attaquants n'étaient pas très très doués, ce qui fait que les chercheurs de Trend Micro qui ont étudié ce cas-là ont pu avoir accès au serveur parce qu'un certain nombre de répertoires étaient accessibles publiquement. Donc ont récupéré les éléments et pensent que ça vient des Pakistanais. Bon, ils ont lancé les dés de l'attribution et ils sont tombés sur le Pakistan. Du coup, deuxième point qui me semblait quand même assez intéressant, c'est deux personnes d'une boîte de sécurité aux États-Unis qui interviennent pas mal sur de la réponse à incidents et qui ont détecté ces derniers temps des activités qui sont assez inhabituelles. C'est-à-dire que c'est des déploiements de ransomware, mais qui passent pas par du phishing classique pour viser des particuliers, et qui visent vraiment une entreprise avec des techniques et des outils, des TTP comme on dit, de type APT, où on va déployer sur tout le parc de l'entreprise des ransomware. Du coup, ils essayent d'élaborer des théories sur pourquoi est-ce que des gens feraient ça alors qu'avant ils pirataient plutôt pour voler des données. Donc, je vous laisserai lire, je ne rentre pas dans le détail. Mais en tout cas, c'est intéressant de savoir qu'il y a maintenant des gens qui sont spécialisés là-dedans et qu'on n'est plus que sur des choses non ciblées, des entreprises qui peuvent vraiment être victimes, être ciblées, et on va déployer par GPO le ransomware sur l'ensemble des postes. En fait, l'article dans l'ensemble dit, nous, on a constaté que c'était des mêmes techniques qu'on voyait avant sur la compromission du vol de données, des choses très ciblées qui maintenant sont utilisées à une autre fin. C'est plutôt ça. Bon, ça c'est donc le FBI qui a été piraté et là, une liste d'un peu plus de 20 000 agents du FBI et d'agents de la sécurité est sortie avec nom, adresse, grade, numéro de téléphone, etc. J'ai bien sûr trouvé cette capture d'écran sur Wikipédia. Tu l'as flouté avec Paint. Comment ? Tu l'as flouté avec Paint. Je l'ai flouté avec Paint, tout à fait. Non, c'était juste pour voir le nombre total, c'est ça qui m'intéressait. Verizon s'est fait pirater parce qu'apparemment ils avaient une base de données MongoDB en libre accès sur leur site web. Ça, on en a déjà parlé dans la revue il y a un an peut-être déjà, du fait qu'un chercheur avait, sur Shodan avait regardé les nombres de bases de données MongoDB, qu'il y en avait plein qui étaient accessibles. Il y en a une d'entre elles qui appartenait à Verizon et qui contenait leurs données clients. Donc la base des 1,5 million de clients est à vendre sur un forum du Darknet pour 100 000 $, ou je crois que c'est 100 000 clients pour 10 000 $, si vous avez moins d'argent. Canal+ a été piraté 2 fois. Donc, premièrement, ces sites institutionnels Canal+ et Canal Play, avec un message du hacker, la guerre c'est mal. C'est beau, hein. C'est pas bon ? C'est un scoop. Oui. Et piratage des DNS de Canal+. Alors j'ai lu énormément de bêtises dans la presse. Beaucoup parlaient de piratage des serveurs DNS, de spoofing, enfin de plein de bêtises. En fait, c'est juste que les identifiants du portail de gestion des DNS ont été volés. Et voilà. Donc, la personne a changé ensuite les enregistrements NS sans pointer vers les serveurs DNS, a routé ça vers des serveurs au Brésil, je crois. Ouais, c'est ça. Et donc ensuite a envoyé ça vers un site web. Brasil.com, c'est pas forcément au Brésil. Non mais si, c'est les IP qui étaient au Brésil. Donc voilà, il faut quand même faire attention à ce qu'on peut dire. C'est dommage, l'animation sort tout de suite. Bon, premier vol assez intéressant, c'est 7 gigas de données contenant la liste de tous les citoyens turcs en âge de voter. Donc en fait 49 millions. Et donc vous avez une base de données, pareil, ça vient de Wikipédia, hein. Une base de données avec nom, prénom, date de naissance, nom des parents, adresse, la totale. Alors sachant qu'en France, ça c'est pas accessible depuis internet, mais c'est consultable à la mairie. Et en Inde, ce genre de choses est publiquement accessible, c'est-à-dire que vous avez un site web avec la liste de tous les Indiens et on peut le récupérer. Ça, on en a beaucoup parlé dans la presse récemment. Donc les évasions fiscales dites du Panama Papers. Donc le cabinet d'avocats Mossack Fonseca qui s'est fait pirater. Alors, au début, on pensait que c'était quelqu'un qui était juste parti avec un disque dur. Parce que un gros disque dur, parce que 2,6 Tera de données, c'est quand même conséquent. Les dernières informations, apparemment, ce serait un site WordPress qui était vulnérable, qui a été piraté, qui a permis à un hacker de rentrer dans le réseau. Bon, ensuite, après, c'est du classique, c'était un réseau quasiment à plat. C'était les serveurs qui étaient accessibles directement. Donc, progression classique comme en audit. D'ailleurs, une SQLI a été trouvée, je crois, hier ou avant-hier sur leur site. Moi, la question que je me pose, c'est comment est-ce qu'ils ont exfiltré 2,6 Tera de données ? J'ai fait un petit calcul. Avec une bande passante constante de 10 mégabits par seconde, il faut quand même 1 mois. Donc, Sans que ça se voit. Sans que ça se voit. Comment ? Ils ont peut-être mis 2 ans à tout sortir. Les journalistes sont passés
Ah oui, les journalistes. Les journalistes. Oui, mais on ne sait pas, parce que le leak, un petit bout à l'époque. ouais, le leak date de 2015. Et on ne sait pas combien de temps il a fallu pour sortir tout ça. Il y a certaines infos qui sont très anciennes, hein, certaines infos diffusées qui datent des années 2000. Ouais. Ou même avant, je crois que dans les années 70, il y a des trucs. Ce qui est intéressant, c'est la boîte française qui a fait l'indexation. Le PDG s'est vanté, il est super fier de dénoncer les terroristes et autres. Mais malheureusement, c'est toujours une des banques. Je pense qu'il a tout dit. Et c'est quand même impressionnant de voir ces exfiltrations-là, parce qu'on a vu l'été dernier Hacking Team qui s'est fait sortir 400 gigas de données. C'est quand même conséquent. Je sais pas où il les stocke. Après, vu le niveau de sécurité, c'est-à-dire, comme tu dis, il y a plusieurs sites qui ont montré que, déjà de base, sans rien chercher, il y a beaucoup d'informations qui étaient accessibles sans authentification ou absolument pas protégées. C'est pas étonnant qu'ils n'aient pas détecté un trafic il y avait élevé. pas de Quoi. supervision, pas de supervision des accès opérateurs. Ouais. Il y a un autre aspect, si j'ai bien compris, il y a des mails des messages. Qui remontent aux années 70. Ouais. Voilà. J'ai pas téléchargé les 2 Tera, donc je peux pas te dire. C'est intéressant sur le fonctionnement sur d'autres sociétés, c'est-à-dire qu'ils conservent des archives électroniques sur 40 ans. Oui, mais beaucoup d'entreprises font ça. Enfin, tu ne fais que rajouter des fichiers, tu ne supprimes jamais les fichiers. Personne ne supprime des fichiers. Ça veut dire qu'il y a un niveau et deux, c'est accessible à plein de gens, c'est archives de cette boîte. Oui, je pense que il y avait sûrement un gros partage réseau où tout était présent et voilà. Comme dans beaucoup d'entreprises. Bah, après, ce sont les avocats, leur métier c'est pas faire de la sécu. Leur métier c'est ni l'IT ni la sécurité. Ah bon ? Là en fait c'est un camion qui sort plein de bruit noir. Confidentialité, sécurité, discrétion. C'est ce qui est écrit sur la plaquette. Enfin, tu peux parler, c'est parce que vous n'êtes pas dedans, c'est pour ça. C'est ça, non ? T'es dedans ? Ah. Luxembourg. Mais tout est fait. Ce qu'il faut bien voir, c'est le fond, le contenu. Ok, il y a 40, 50, 60%, c'est pas le pourcentage exact, mais et une société offshore, ça n'a rien de tout. Ah oui, bien sûr, tant que tu le déclares. Bon, je pense que les services de l'État sont mal placés pour parler de ça, sachant qu'ils y sont les premiers. Mais... Donc, le cas d'une société offshore sert quand même, entre guillemets, pour faire des opérations. Non, dans le business, il y a des opérations qui sont avoir une certaine discrétion, mais ça ne veut pas pour dire que le fisc est au courant. Oui, mais enfin, sauf que là, la majorité des dossiers, c'est juste pour gruger le fisc. Non, c'est pas la majorité, c'est ceux qui ont été médiatisés. Oui, mais quand tu vois le nombre, ouais. Pour une banque, pour une entreprise, Mais je couperai ça. Je te dirai quand j'aurai fini de télécharger les 2 Tera et je regarde. j'en ai déjà une très bonne partie si tu veux. Parce que je sais pas comment, c'est impossible à télécharger 2 Tera. Mais ça met un temps fou. Enfin, moi j'ai abandonné à, je sais pas, 200-300 gigs. Enfin bon. J'ai lu ça sur Wikipédia, bien sûr. Ensuite, TV5 Monde, le bilan. Donc, piratage l'année dernière de TV5 Monde, apparemment par des Russes. Encore une fois, le lancement de l'attribution. Ça aurait coûté 4,6 millions d'euros pour la reconstruction, le remplacement des serveurs, l'embauche de 6 nouvelles personnes dans la sécurité, souscrire à une assurance et souscrire au SOC d'Airbus. Je ne sais pas combien leur a coûté le SOC d'Airbus, mais... En fait, c'est pas énorme. 4 millions d'euros. Bah, par rapport à ne pas faire de sécu. Non, mais il faut savoir que TV5 Monde, c'est une petite PME. Hein. Oui, c'est un petit SI, c'est un tout petit SI. Ouais, mais combien coûte la sécu sur 10 ans, tu vois, je veux dire, finalement, ils n'ont pas perdu grand-chose. Non, mais ça, c'est pour l'année dernière. Ouais, c'est juste pour revenir à un état normal. Oui, mais pendant 10 ans, ils n'ont rien dépensé. Enfin, tu vois, là si tu considères qu'ils n'ont pas fait de sécu pendant 10 ans, ça leur a coûté 460 000 euros par an, ce qui n'est pas choquant. Enfin, c'est le coût des 6 ingénieurs. Donc apparemment, il y a eu quelques éléments de sécurité qui ont été annoncés. Donc ils limitent les clés USB, ils ne s'envoient plus de binaires d'exécutables par mail, ils changent leur mot de passe. Voilà. Ils se font de la sécurité. Donc tant qu'on est dans les bilans, Home Depot, pour rappel, Home Depot c'était en 2014, une entreprise, c'est Castorama, quoi. Ouais, un équivalent de bricolage, ouais, qui a été piraté. 56 millions de numéros de carte bleue avaient été volés. Là, ils viennent de payer 19 millions, enfin de provisionner 19 millions de dollars pour leurs clients.
C'est découpé en 3 millions et 16 millions, je sais plus pour quelle raison exactement. Enfin, ils ont provisionné quasiment 20 millions de dollars pour rembourser leurs clients. Siontech délivre à présent les certificats SSL gratuits. Si vous comptiez vous lancer dans le business de la revente de certificats payants abandonnés. Grande évolution, les mises à jour iTunes maintenant se feront en HTTPS. Aussi WhatsApp qui va apparemment chiffre ses messages. C'est fait pour ceux qui utilisent WhatsApp, vous avez désormais un petit cadenas et vous avez une suite de chiffres que vous pouvez vérifier ou scanner un QR code sur le téléphone de votre correspondant pour valider son identité. Et ensuite, ça utilise effectivement la librairie OTR, je crois, qui essaie de développer par OpenWhisper. Pour l'avoir audité pour un client, alors malheureusement, ça a été un audit de surface. En termes de crypto, ça va, c'est quand même assez solide, ça respecte les bonnes pratiques. La nouveauté, c'est le chiffrement du temps. Oui, client à client. C'est un code que après. En fait, si on veut chiffrer les données avec quelqu'un, il faut qu'on s'assure de son identité au préalable. Donc, ça te permet d'échanger la clé en fait. Puisque tu chiffres entre deux pair à pair. On n'est pas obligé de le faire, donc la clé elle est échangée quand même de toute manière, mais ça permet de le faire soit a posteriori, soit à un moment donné quand on rencontre la personne. Mais l'idéal c'est de le faire avant de commencer les échanges. Alors là on va pas tout dérouler. C'est juste une interface web pour Volatility, donc l'outil qui permet d'analyser la mémoire des systèmes, qui est plutôt sympathique et intéressante. Empire 1.5 qui est sorti, qui est un outil de post-exploitation en PowerShell, très intéressant. J'y ai fait quelques contribs. Vous avez aussi une interface web d'ailleurs. Là on va passer... Non, je pense qu'on va passer. Il y a plein de choses intéressantes. Le Data Exfiltration Toolkit, c'est super intéressant. La première partie également, pour si vous voulez faire des tests d'intrusion, quand vous avez des modes kiosque ou des choses de ce type-là, ça va vous générer automatiquement des clics à droite à gauche. Vous mettez ça sur un petit INSI que vous branchez, et ça simule les clics. C'est du fuzzing graphique, quoi, en quelque sorte. Ça, c'est rigolo. VBAD, un outil intéressant qui permet en fait de faire de l'obfuscation de VBA, donc pour des spear phishing par exemple, pour des documents Office, qui est assez fonctionnel et qui marche très bien, qui a été utilisé pour un exercice pour une banque récemment. Ah si, celui-là est très très drôle, pas très très drôle, très très intéressant. En fait, une des complexités aujourd'hui de l'exécution de code sur des cibles, c'est le contournement de toutes les mesures de sécurité, dont la randomisation de l'espace mémoire au niveau du kernel, donc c'est KASLR. Et en fait, ça, c'est une technique qui a été trouvée par une personne qui est très très maligne, enfin la technique et la personne, qui permet en fait de timer des appels de mesurer le temps entre les appels à la mémoire. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il appelle toutes les pages mémoire possibles où pourrait se trouver le système, et en utilisant donc l'interruption prefetch, suivant le temps de réponse, il est capable de savoir si la page mémoire a été allouée ou pas, et donc de savoir si le noyau s'y trouve ou pas. Et ce qui permet donc de retrouver le noyau, et donc de contourner la randomisation de la mémoire du noyau. Et donc il y a la preuve de concept sous Windows et Linux, et ça marche très bien. Et alors le problème de ça, c'est que ça me paraît impossible à contourner. Vu que c'est une fonctionnalité du CPU, je vois pas comment est-ce qu'on peut, à part changer de CPU, mais ce qui n'est pas prévu dans la roadmap d'Intel, enfin il n'est pas prévu qu'il corrige ça, je vois pas comment on peut corriger ça. Sur la partie SCADA, quelques petites choses. Le premier assez rigolo, c'est pour aller plus loin dans la supervision sécurité, comment le faire sur des liaisons séries qui ne sont pas par défaut sur le réseau. Et le dernier article est aussi assez intéressant dans le sens où il explique un point de vue sur finalement le problème de patching sur les systèmes industriels. C'est pas un vrai problème puisque c'est seulement tout ce qui est connecté qu'il faut patcher. Et finalement, théoriquement, si c'est designé correctement, ça fait peu de machines. Non, Si, MacroRaptor, ça c'est intéressant parce qu'en fait, comme il y a beaucoup de phishing ces derniers temps et toutes les campagnes depuis Dridex de l'été dernier, ça c'est un outil qui accompagne OleTools, MacroRaptor, et qui permet en fait, vous lui passez juste un document Word en paramètres, et il permet de qualifier le document Word en vous disant s'il y a une macro qui s'auto-exécute,
qui est écrit sur le disque dur ou qui exécute du code. Ça permet très rapidement de qualifier donc, un document Word, Excel, etc. et de savoir si potentiellement il y a une menace dedans. Nous, on a même en interne fait un tout petit binaire en faisant un P2Ex. On drag and drop, ça a été on utilise ça pour nos RH et nos commerciaux. Ils drag and drop un document Office sur le binaire, ils ont tout de suite une alerte qui dit c'est bon, tu peux l'ouvrir ou non, envoie-le à notre SOC. Pourtant, on arrive encore à contourner la plupart des antivirus avec du spear phishing, alors qu'il y a des trucs comme ça open source qui existent. Ouais, le problème, c'est qu'il y a beaucoup de faux positifs et qu'en vrai, tu peux pas vendre une solution qui fait ça parce que sinon, Dédé de la compta, il a fait aussi un fichier Excel avec des macros qui s'auto-exécutent. Quoi. Oui, mais tu reçois pas forcément par mail, c'est d'un inconnu depuis Internet. D'accord. Alors ça, c'est le futur. C'est le futur du développement, je ne sais pas si vous avez vu. En fait, il y a quelqu'un qui s'est dit finalement, quand on développe, la plupart des gens, qu'est-ce qu'ils font? En tout cas, ceux qui ne savent pas vraiment développer, ils vont sur Stack Overflow, ils posent une question et ils copie-collent la réponse. Bah là, c'est une preuve de concept en JavaScript, donc c'est une page HTML. Vous commencez à taper votre question, ça fait une requête sur une base qui est en cache, je crois, de Stack Overflow. Ensuite, vous cliquez sur la solution, ça parse en fait les morceaux de code, donc ça vous colle que la solution. Et du coup, vous pouvez comme ça agréger des morceaux de code et faire un truc bien dégueu qui marche à peu près. Et bourré de vulnérabilité. Et bourré de vulnérabilité, évidemment. Mais ça marche vraiment, c'est impressionnant. Et pareil, là c'est le même principe pour l'utilisation de Stack Overflow quand j'essaie de faire quelque chose en ligne de commande. Il y a quelqu'un qui a développé quelque chose en Node.js, ça s'appelle How-To. Mais How-To, le nom enfin on pose sa question et ensuite on a la réponse qui vient de Stack Overflow. C'est vraiment, moi c'est tout. L'ANSSI qui publie un référentiel d'exigence pour les prestataires d'intégration et de maintenance DSI. Ouais. DSI industriel. Voilà. Je suis tombé ça, c'est assez rigolo parce que ça marche très bien aujourd'hui. Contourner un antivirus en 10 lignes de code, vous avez 10 lignes en C, ça permet de contourner n'importe quel antivirus. Business et politique, on n'a pas mis grand chose. Orange qui pourrait racheter Lexi. Je suis resté sur le pourrait parce que je ne sais pas si c'est fait ou pas. Si... Oui, officiellement validé. Oui. Je crois que c'était encore... Oui, il y a eu communiqué de presse et tout. Ouais. Je pensais que c'était encore en égo jusqu'à récemment. Ou en tout cas, ils sont peut-être en négociation exclusive, mais ça a été annoncé. Avec oui, ouais. Je pense pas que le gouvernement s'en mêle. Ah oui, et on est passé à côté de la catastrophe, parce qu'il y avait un amendement qui obligeait les constructeurs à déchiffrer leur smartphone, et qui a été rejeté à 12 voix contre 11 à l'Assemblée. Ça c'est rigolo aussi, en 2011, une personne a été licenciée pour avoir trop tweeté au travail. En gros, il a envoyé 1300 tweets en 16 mois, ça fait en gros 4 tweets par jour, ce qui n'est pas énorme. Donc en appel, il a gagné, puisqu'en fait le juge a estimé que 4 tweets par jour c'était raisonnable. Mais surtout, ce qui m'a surpris, c'est que dans l'article, les experts mandatés par le juge indiquaient qu'il était impossible sur Twitter de récupérer la date, l'heure réelle d'un tweet. Quand j'ai regardé sur Twitter, en fait, il y a la date à 3 endroits différents, en 3 formats différents. Je ne sais pas si ça a été changé depuis 2011 ou pas, mais si ça vous intéresse, en fait, sur les vieux tweets, on peut bien retrouver la date. Vous l'avez en millisecondes, en timestamp unique, et aussi en date avec une chaîne de caractères. Mais c'est pas en français. C'est pas en français, c'est peut-être pour ça. L'expert n'a pas suivi. Ah, je suis tombé sur un article, apparemment les criminels, terroristes, connards, etc., qui ont réalisé des attentats à Paris en novembre, utilisaient des téléphones portables basiques, sans chiffrement, mais simplement jetables. Oui, appelé burner. Donc un petit Nokia 3210 classique. Je suis heureux, j'ai fait ça. Oui, mais on en avait parlé à un moment d'une histoire qui s'était passée en Italie avec le FBI, c'est la CIA qui avait fait une opération en Italie, et il s'était fait repérer post-opération parce que ils utilisaient des téléphones qui n'avaient jamais été vus sur les réseaux, qui communiquaient que entre eux, et ça avait permis en fait de retrouver les personnes. Bon, après il y a eu pas mal d'erreurs
de la part des gens de la CIA, mais Comme le fait qu'ils mettaient les téléphones dans des paquets de chips en pensant Oui. que c'était des cages de Faraday, ce qui n'est pas vraiment le cas. ouais, parce que- Mais en fait, ils les ont repérés en analysant tout le trafic au niveau national, et ils ont vu qu'il y avait 4-5 téléphones qui ne s'appelaient qu'entre eux, ce qui est quelque chose de quasiment... Enfin, c'est un pattern anormal quoi, pour des Tout à fait. communications téléphoniques. Et donc ça peut se retrouver. Ah, le grand débat Apple contre le FBI. Donc, suite à la tuerie de San Bernardino, un iPhone chiffré a été retrouvé. Donc, avec un code iPhone PIN. 5C. 5C, tout à fait. Avec une limite dans le nombre de codes PIN qu'on pouvait saisir. Donc, le FBI a demandé gentiment à Apple de les aider. Apple a dit non. Ordonnance du tribunal, Apple a toujours dit non. Tim Cook s'est fait passer pour une victime et a fait un superbe article Marketo, Publico, tout ce que vous voulez sur le site d'Apple pour se faire une belle publicité en disant que Apple défendait les libertés individuelles. Ensuite, le FBI a demandé quand même d'avoir accès au code source. Ce que le FBI souhaitait, en gros, alors ça a été décrit comme une backdoor par Tim Cook, mais eux, ce qu'ils voulaient, c'est avoir leur propre firmware signé par eux, qui juste contournait la limite du nombre de codes PIN maximum qu'on pouvait passer sur un téléphone. Apple a refusé de leur signer leur propre firmware, de leur filer le code source, et finalement c'est l'entreprise israélienne Celebrite qui a accepté de le faire pour le FBI. On en reparlera un tout petit peu dans le troll à la fin. Il y a aussi Apple contre la NSA. Apple a peur donc des backdoors de la NSA et a décidé d'envoyer des gens dans tous ses data centers, parce que Apple n'a pas forcément ses propres data centers, et chez Amazon je crois, je sais plus, mais bon, a envoyé des gars dans tous ses data centers pour prendre des photos du contenu de ses serveurs pour voir s'il n'y avait pas un petit périphérique supplémentaire un peu bizarroïde qu'on aurait collé dans ses serveurs. Et ils seraient en train d'évaluer le fait de construire eux-mêmes leur matériel pour les serveurs pour mieux maîtriser toute la chaîne aussi. Conférence passée, la JSSI, la meilleure des conférences. Vous avez les slides accessibles sur le site, et comme chaque année, la RATP, nos grands amis, font une grève le jour de la RSSI, de la JSSI. Conférence Insomniac. Prochaine conférence à venir, Hack in Paris, Nuit du Hack, l'ASTIC en juin prochain, avec un challenge assez original cette année, avec un espèce de RPG, avec un petit, en JavaScript, HTML JavaScript, avec un petit bonhomme qu'on pouvait balader, qui allait discuter avec des personnages, et donc il y avait un certain nombre d'énigmes, pour ensuite arriver à un second niveau, etc. Et quand on est dans le bar, on pouvait discuter avec une personne qui, comme challenge, donnait des mots croisés. Donc on pouvait faire le challenge avec un papier et un crayon. Le mot croisé, en fait, c'est traduction d'anglicisme en français. Alors, on parlait tout à l'heure d'Apple et du FBI. Et John McAfee, le super-héros des temps modernes, a dit que si personne n'arrivait à déchiffrer l'iPhone chiffré, lui y arriverait, sinon il mangerait ses chaussures. Sur le sujet, en fait, j'ai regardé un peu ce qu'on avait trouvé, ce qui existait dans le domaine public concernant les iPhones. À la Black Hat, il y avait un robot qui avait été présenté qui permettait d'automatiser la saisie des codes PIN. Il y avait aussi un système assez intéressant qui permettait de contourner le système qui incrémente le compteur d'échecs. Je crois que c'est pas en éteignant... Si, c'est ça, c'est en éteignant un circuit, en le rallumant, donc ça prend du temps, mais ça permet de contourner. Et en gros, ils pouvaient tester tous les codes PIN en quelques jours, ce qui reste acceptable. Et après, j'ai trouvé aussi une machine chinoise qui permet de tester... Alors en fait, on ne le voit pas très bien, mais sur le téléphone, il y a une espèce de petit machin là, qui simule un doigt, enfin un contact. En fait, c'est une onde de surface, ça simule un contact, et qui permet de tester tous les codes PIN en 2 secondes. C'est rapide. C'est très rapide. Par contre, ça ne contourne pas la limite. Ensuite, donc on parlait tout à l'heure du virus, rançongiciel Loki, qui chiffre les fichiers. Donc il y a un certain nombre de failles du virus avaient été identifiées en janvier-février, dont une en particulier, qui était que si une clé de base de registre qui s'appelait juste Loki était déjà existante, le virus ne s'exécutait pas. Donc en mars, Lexi a publié un article sur le sujet en parlant de vaccins et en publiant un certain nombre de solutions comme ça. 48 heures après, les criminels allaient corriger leur code et voilà. L'astuce ne marchait plus. Dommage. La locale en russe aussi. C'est pas Loki, c'est un autre virus où en fait si tu mets un clavier en russe, le virus ne t'infecte pas. Classe. Oui. Une petite news sur Hacking Team, donc la société italienne qui développe un virus dit étatique.
Donc tout le monde pensait qu'il serait fini, mais en fait on les a retrouvés en Afrique du Sud à prospecter. Bon, apparemment ils n'ont rien réussi à vendre. Il y a une légende comme quoi leur autorisation d'export aurait été révoquée par le gouvernement, mais j'ai retrouvé après qu'en fait c'était faux. Ça je suis pas trop sûr. Et surtout un chercheur a trouvé une évolution de leur virus qu'il attribue réellement à Hacking Team pour plusieurs raisons, principalement parce qu'en fait le numéro de version et un nom de version, qui est une valeur que l'on change manuellement, est incrémenté dans le binaire, et il ne voyait pas pourquoi est-ce que quelqu'un qui aurait repris le code aurait fait ça manuellement, et pense que c'est plutôt Hacking Team qui continue juste son travail en faisant évoluer son virus. Voilà, ça je vous passe. Pour ça je trouvais ça rigolo parce qu'il y a eu un gros buzz à un moment, une personne qui a branché un câble USB 3 dans son PC, un ordinateur Apple, je sais plus, enfin bon, et l'ordinateur a cramé. Donc il s'est dit, oh là là, c'est bad USB, c'est la suite de je sais pas si vous vous souvenez, une histoire d'une personne qui avait peur de son firmware qui potentiellement était infecté, c'était bad firmware, bad quelque chose. Ah oui, je vois ce que tu veux dire, c'était la personne qui a organisé un chercheur qui pensait qu'en fait il y avait une exfiltration de données par des ondes radio de son PC. En fait, c'était rien. En fait, c'est rien du tout. Donc il y a eu un gros buzz sur le sujet. En fait, c'est juste un câble déficient du constructeur 3M. Bad BIOS, c'est ça. Bad BIOS. Bad BIOS, tout à fait. Voilà, donc il y a d'ailleurs le même type de problème sur certains câbles Apple. Ça, c'est un hôpital qui a son infra qui est hébergé chez un hébergeur qui, pour une raison de maintenance, a désactivé le firewall et a juste oublié de le réactiver. Ce qui fait qu'un certain nombre de dossiers médicaux étaient accessibles publiquement. Et c'est une personne qui, par hasard, faisait des recherches sur de la famille ou de la généalogie, je crois, qui, dans le moteur de recherche Google, est tombée sur les dossiers médicaux par hasard. Je crois que c'est un truc comme ça. Alors, j'ai pas lu l'article en détail, parce que je manque de temps, mais apparemment TrueCrypt aurait été développé par un trafiquant d'armes. Donc je vous invite à lire l'article et à me dire si c'est une bêtise totale ou pas. On en parlait au début, Flash va disparaître et va juste se renommer en Professional CC. C'est exactement la même chose, mais ça change de nom. Avec toujours autant de vulnérabilité. Ça, c'est une étude qui dit qu'apparemment 20% des employés sont prêts à revendre leur mot de passe, je crois pour moins de $1000. Mais je relis ça à un reportage que j'avais vu sur Arte l'année dernière, c'était le bonheur au travail, où ce qu'ils annonçaient, c'est que seulement 10% des employés sont engagés dans leur entreprise, 60% ne viennent en gros que pour récupérer le chèque à la fin du mois, et 30% sont des vrais parasites et néfastes à l'entreprise. C'est-à-dire qu'au final, 90% des employés sont pas vraiment investis dans l'entreprise. Et donc ça ne me choque pas qu'il y ait 20% d'employés qui sont prêts à vendre leur mot de passe. Seulement 16% en France, finalement, on est moins pire que les autres. Ça aussi, c'est assez marrant. C'est Hervé qui m'a poussé ça. Il y a eu un incendie chez les Petits Mortiers. Je ne sais pas si vous savez qui sont les Petits Mortiers. Non. La DGSE, boulevard des Mortiers. Incendie, et apparemment des objets ont été récupérés par des Kairas sur place, enfin sur le chantier, enfin, je sais pas comment on appelle ça, après un incendie, et ont été revendus sur le bon coin. C'est la prison. C'est prison pour ces gens-là. En fait, ils ont volé des espèces de souvenirs que des agents avaient récupérés en mission, et des trucs comme ça. C'est louche. Je sais pas. Si vous avez plus de détails, Eric. Il est dans le cyber, il est pas dans la rue. Tu peux avoir des infos sur les incendies. Oui, il y a aussi apparemment des câbles, et que ça a révélé que des câbles allaient dans les sous-sols de la DGSE. Non, c'est pareil, quelle surprise. Oh là là, ils ont un data center. Oh, mon Dieu, incroyable. Sinon, Sigfox, qui est l'entreprise française qui a développé un protocole et un système donc, radio pour les IoT, donc les objets connectés, qui a été un peu mis à mal par des chercheurs. En gros, bon, cette entreprise, je vous renvoie vers les... Oui, c'est pas de chiffrement. Je vous renvoie vers les slides de la JSSI, tout à fait. Une conférence sur le sujet a été présentée par Renaud Lifshitz. Il recherche la RSSI. Donc, si vous voulez postuler, n'hésitez pas. Et là, pour en revenir à ce que tu disais tout à l'heure, effectivement, la moitié des clés USB trouvées par terre sont branchées dans les ordinateurs. C'est assez intéressant dans le papier. En fait, ils ont fait ces tests sur un campus
campus américain, et en fonction de ce qu'il y avait sur la... Vous avez des stats en fonction de ce qu'il y avait sur la clé, en fonction de où on l'a laissé tomber, enfin c'est assez intéressant. Alors j'ai fait une nouvelle section, on va tous mourir. Les ascenseurs connectés, avec un site web en flash. Ça va pas vraiment rassurer, donc il n'y a pas de vulnérabilité, enfin, aucune vulnérabilité n'a été trouvée pour l'instant, mais l'annonce en tout cas, moi, me fait très très peur, personne n'a cherché. Ça m'a fait penser à la scène de Shining avec l'ascenseur. Pareil, une usine de traitement de distribution des eaux qui assure un même AS400, à la fois le routeur réseau, à la fois ça pilote les SCADA, à la fois ça contrôle des valves, enfin ça fait tout, c'est sur un seul AS400. Et là je vous renvoie vers la présentation AS400 de la JSSI. Et c'est fini. Prochain rendez-vous de l'OSIR le mardi 10 mai. L'afterwork, ce sera le mardi 31 mai, donc toujours à la coloc à côté de Bourse. Et voilà, si vous avez des questions ou des idées d'illustration, j'insiste, n'hésitez pas. Pareil, si vous avez des informations essentielles qu'on aurait oubliées, n'hésitez pas à nous les pousser, on les rajoutera dans les slides.